facile avec toi de faire des enfants. Bonjour Sandra, bonjour les à tous. parents et bonjour les professionnels de la petite enfance. Eh oui. Alors, je l'avais dit à certaines professionnelles lors des APP, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo qui va porter sur le dodo. Ah oui, le dodo et ses complications. Voilà. Enfin, ses complications. En tout cas, ce qui peut parfois être compliqué pour certains d'entre nous quand il s'agit du dodo de nos enfants. On va parler du dodo des enfants. Et puis alors, merci parce que vous avez été assez nombreux, et nombreuses surtout, hein, c'est surtout des dames qui nous interpellent, qui nous ont envoyé des petits mails pour nous poser quelques questions. Alors on va faire un petit peu comme à la télé, c'est-à-dire qu'on va prendre les questions les unes derrière les autres, puis on va essayer d'y répondre. Alors évidemment, on ne répondra pas à toutes les questions, mais très souvent, oui, elles se recoupent. Hein. On va répondre à un sujet. J'espère que ça sera suffisamment explicite pour que vous ayez les réponses aux questions que vous avez posées, même si ce n'est pas à vous directement qu'on répond. On parle du dodo et on va commencer par la première question qui est celle de... Je vais trouver ça tout de suite. Et c'est la question de... Marion. Alors Marion, elle habite à Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche. Et Marion, elle nous dit « À quelle heure doit-on coucher un enfant de 2 ans et demi? Mon fils, Mathéo, ne veut pas se coucher le soir. Il pleure, il nous appelle, et 1 heure plus tard, il ne dort toujours pas. Nous ne savons pas quoi faire. » Qu'est-ce qu'on lui dit à Marion? Alors, déjà, c'est un peu comme chez nous. Les petits ont des rythmes différents en fonction des enfants. Ils n'ont pas tous le même tempérament. Il y en a qui sont plus couche tôt, plus couche tard. L'heure du coucher dépend de beaucoup de choses. Notamment, elle peut dépendre du fait que vous ayez vu ou non l'enfant dans la journée. C'est-à-dire que, si votre enfant a passé la journée à la crèche ou chez l'assistante maternelle, forcément, il y a une excitation quand il vient vous voir. Et il a envie de rester un peu longtemps avec vous. Par ailleurs, 2 ans et demi, c'est l'âge vraiment de la motricité qui est bien développée et c'est un âge en même temps d'autonomisation, d'affirmation de soi. Donc il se passe beaucoup de choses dans la tête de l'enfant au niveau neurodéveloppemental, des choses qui se mettent en place sur une question de pouvoir, de qui décide, de qui je suis, etc. Et ça l'agite. Alors, bien sûr, il faut le coucher quand il a l'air fatigué, c'est-à-dire quand il bâille, quand vous voyez qu'il se frotte les yeux, effectivement, il faut le mettre au lit. Généralement, il va avoir besoin de vous, avec tout un rituel d'histoire que vous devez connaître par cœur. Et il essaye de faire durer un peu ce rituel. Alors, bien sûr, vous allez essayer de partir, de le laisser s'endormir, ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, si vous voyez vraiment qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il ne dort pas, qu'il vous réclame, qu'il pleure, là, la meilleure chose à faire est de le sortir. On est d'accord que le coucher, ça ne doit pas être un combat. Non. Hein? Non. De le sortir pour aller dans un temps calme, hein. C'est pas la peine de le mettre dans la télévision ou de l'exciter, mais au contraire... Ça, sûrement pas, on en parlera. Hein. Oui, on en parlera. Soit on le sort du lit et puis on reste dans la chambre avec un petit livre ou en faisant des petits câlins, etc. Et on réessaye. Ce qu'il faut savoir, mais peut-être que je vais être trop longue, c'est que... Oui, alors bon, j'arrête. Non, c'est pas que vous êtes trop longue, c'est simplement qu'on a dit qu'on répondait à 6 questions. Mais on va peut-être y revenir. Non, je vais juste parler du cycle de 50 minutes. Allez, elle vous explique le cycle de 50 minutes. Nous, les adultes, pas en 50 minutes. Non, nous avons un cycle de 1h30 à peu près, nous, les adultes, plusieurs cycles dans la nuit, et l'enfant, c'est 50 minutes. Donc, s'il a loupé le train, c'est un peu comme nous, s'il a loupé le train au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il ne se rendormira pas avant au moins 50 minutes. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, non, mais ça, c'est important à savoir. Hein. Ne vous bagarrez pas. Se bagarrer pour qu'il se couche, et alors s'imaginer que parce qu'on lui dit tu vas dormir, il va s'endormir, c'est totalement illusoire, on va augmenter son taux de stress, on en parle à chaque fois, le stress c'est du cortisol. Voilà, à chaque fois il faut le dire. Là. Ah oui, alors on le dit, le stress c'est du cortisol, le cortisol c'est le meilleur moyen pour ne pas s'endormir. Oui. Ne vous battez pas, respectez les rituels d'endormissement, habituez l'enfant à se préparer à s'endormir au travers des rituels que vous allez mettre en place. Et évidemment, comme Sandra vous le disait, ne le mettez pas devant la télé, pas d'écran. On pourra en reparler. Et pas trop de sucre, parce que le sucre aussi, trop Absolument. De sucre le soir, ça peut empêcher de dormir. Absolument. Hein, tout ce qui est alimenté. Mais c'est vrai pour nous, c'est aussi vrai pour les enfants, pas le sucre. Préférez un repas du soir avec des sucres lents,
plutôt que des sucres rapides qui vont l'exciter. Hein, et tout ça, ça va contribuer Bien sûr, c'est à 4 heures, 5 handicaper. heures, ça va. Mais Oui, à 4-5 heures. 19h, 20h, c'est... Mais à partir de 19h, arrêtez les sucres. Ne le forcez pas, évidemment. Ne vous battez pas. Pour que votre enfant soit suffisamment apaisé pour que ça facilite son endormissement, vous devez être apaisé vous-même. Eh oui. Hein? Donc respirez pour qu'il s'endorme. Oui, respirez, préparez-vous Voilà. et faites de ce moment un joli moment de partage, d'amour avec votre enfant. Faites-en un moment de paix, de calme, d'apaisement pour vous aussi. Vivez ce moment-là, vivez-le dans le plaisir, parce que tout ce plaisir que vous allez ressentir, vous allez pouvoir le transmettre à cet enfant. Ouais. Ça va faciliter la sécrétion d'ocytocine. Et cette ocytocine qui est ocytocine, Oui. qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. L'antagonisme du cortisol, c'est Et- la seule qui apaise vraiment le cortisol. Absolument, antagoniste du cortisol. L'antagoniste, je crois que c'est pas vraiment le terme scientifique, mais en tout cas, elle apaise. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas élever à la fois C'est la son taux de meilleure. cortisol et son taux d'ocytocine. Non. Il y a un moment, il y en a un des deux qui gagne. Voilà. Alors, engageons-nous dans un combat positif et pacifique. Privilégions la sécrétion d'ocytocine. Aussitôt. Pro-ocyto. Soyons pro-ocyto. On va monter une nouvelle tendance. Ça va Le être... pro-aussitôt, pas le prosciutto. Hein. Voilà. Sachez-le, tous les enfants sont différents. Sandra vous le disait. Repérez les moments où votre enfant est prêt à s'endormir. Quand il Ça, commence on à l'a déjà bâiller... dit. Alors, vous me dites que je suis trop longue, mais ça, on l'a déjà dit. Bon, d'accord. Le massage, hein, on sait que Ouais. le massage, les caresses, les câlins, la voix douce de maman ou de papa, Voilà. ça va faciliter aussi cette sécrétion d'ocytocine. Baissez les lumières, mettez la maison au calme, hein, ne faites pas hurler la télévision. Si c'est vous, maman, qui couchez votre enfant, dites à papa de baisser sa télévision, de ne pas faire trop de bruit s'il est au téléphone avec ses copains, s'il est devant la télévision qu'il y a un match, même s'il y a un but, il ne hurle pas. Votre enfant Ça, est en c'est train de dur. s'endormir. Ah, c'est dur de ne pas hurler quand votre équipe de foot préférée est en train de gagner. Ben oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Next. On dit, Marion, j'espère qu'on vous a répondu, on y reviendra régulièrement, mais effectivement, c'était sympa de me poser cette question-là. Et puis, on passe à la question de Christiane, qui est près d'Amiens, alors, je crois que c'est le Nord. On n'est pas hyper bon en géographie, mais si, c'est le Nord. Mon fils de 6 mois se réveille plusieurs fois par nuit, aïe, et pleure sans arrêter. Ni moi, ni son papa ne parviennent à le calmer. Est-ce que c'est des cauchemars ou des terreurs nocturnes? Comment faire? Faut-il le laisser pleurer? Sandra, terreur nocturne, cauchemar? Oui, alors les terreurs nocturnes, elles arrivent souvent en début de nuit. Parce que la terreur nocturne vient pendant le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil lent profond. Et c'est un moment où vraiment l'esprit a déconnecté. On est complètement dans un autre monde. Alors que les cauchemars arrivent en fin de nuit, plutôt sur le matin. Et l'âge? Quoi l'âge? L'âge à laquelle un enfant a des terreurs nocturnes. Des tout petits jusqu'à... ça peut aller jusqu'à parfois 6-7 ans, mais c'est souvent entre 1 et 3 ans. Hein, c'est là où il y en a le plus. Alors c'est très très effrayant pour les parents. Parce que Terrible. lorsque l'enfant est comme ça, on appelle ça frayeur aussi nocturne. En anglais, on dit plutôt frayeur. L'enfant est effrayé, effectivement. Mais il n'a pas d'image vraiment consciente puisqu'il n'est pas forcément dans un rêve. Et là, lorsque vous venez avec toute la bonne volonté en voulant le prendre, vous pouvez avoir des gestes d'agressivité, il vous repousse, il hurle, il continue à appeler. Alors des fois papa ou maman, mais en fait c'est vraiment à l'intérieur de lui qu'il appelle. Et il n'y a rien qui puisse l'apaiser. Les terreurs nocturnes durent maximum 15-20 minutes. C'est très désagréable à voir, mais il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est que vous soyez calme et que vous mettiez à côté de lui, pas loin, parce que si vous le touchez, il va vous repousser, que vous respiriez tranquillement. Les cauchemars, c'est autre chose. Quand un enfant a fait un cauchemar et que vous le prenez dans les bras, il sanglote encore un petit peu et puis après, il s'apaise. Pas la terreur nocturne. Alors, ça ne veut pas dire que cet enfant a une vie horrible, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, si en plus il y a du stress ou une fatigue accumulée, ça peut amplifier cette terreur nocturne. Mais ça n'est pas la cause principale. Voilà. Donc, c'est un mauvais moment à passer. On fait une crise de calme, nous à côté, puis on lui envoie la sérénité Comme d'habitude. en l'entour de bienveillance, mais surtout dans la terreur nocturne, on ne le prend pas, enfin on peut essayer, mais si vous voyez de l'agressivité, sachez que dans ce moment-là, lui, il pense que vous l'agressez. C'est quelque chose d'effrayant, il est en train de se battre avec je ne sais quel démon ou quel Pokémon endiablé, mais en tout cas,
il ne vous reconnaît pas en tant que mère ou père bienveillant. Super. Alors, en parallèle de la question de Christiane, on a eu beaucoup de questions sur mon enfant se réveille plusieurs fois par nuit, ne se rendort pas. Déjà, Sandra, il faudrait savoir ce que ça veut dire ne se rendort pas. oui, Est-ce qu'il ne se rendort pas et qu'il est réveillé pendant 4 heures? Ou alors est-ce qu'il a du mal à se rendormir parce qu'il et il a s'endort par intermittence. au bout de Bon, 50 minutes. il y a beaucoup de choses. Mm. Évidemment, là, on est obligé de rester sur quelque chose d'un peu généraliste. Sandra est en train de travailler, je vous ai vu la semaine dernière travailler sur la notion du microbiote. On sait aujourd'hui, il y a pas mal de pédiatres qui s'intéressent à cette idée du microbiote qui vient perturber un petit peu les cycles et l'état global de l'enfant. C'est un peu comme nous. Alors, Sandra va vous parler quelques instants rapidement du microbiote, mais imaginez, lorsque vous vous êtes coupé le bout du doigt en épluchant un oignon en faisant la cuisine, la douleur n'est pas la même le jour que lorsque vous êtes dans votre lit en train de vous endormir ou quand vous êtes réveillé, vous réveillez la nuit. On ne gère pas, on ne contrôle pas la douleur de la même façon le jour et la nuit. Et pour l'enfant, beaucoup de pédiatres pensent qu'il est très intéressant de se livrer à quelques investigations, notamment en consultant un nutritionniste pour peut-être apporter... Alors, le microbiote, c'est quoi, rapidement? On va dire que c'est toutes les petites bestioles qu'on a dans le ventre. Des milliards de bactéries. Voilà, oui, dans l'estomac, les intestins, et qui nous aident parfois à combattre des maladies extérieures, mais qui parfois nous pilotent un peu. Et là, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a effectivement 3 types de microbiotes différents chez les humains. Et certaines personnes vont être justement influencées ou dérangées par telle ou telle alimentation. On ne peut pas tellement faire une réponse globale, mais effectivement, on a remarqué que certains enfants, lorsqu'on leur supprime un aliment ou quand on en rajoute un autre, vont avoir des nuits ou des moments plus calmes ensuite. Mais il faut vraiment se renseigner auprès des spécialistes. Mais on est d'accord que ça vaut la peine de consulter un médecin nutritionniste. Si quelque chose ne passe pas, attention, imaginez aussi que si vous avez une grande maison avec un grand couloir, vous êtes à un bout, votre chambre est à un bout, la chambre de l'enfant est à l'autre. C'est peut-être autre chose que le microbiote. Oui, quand il va se réveiller, sa psyché, c'est que vous êtes très loin et il ne va pas se rendormir. Plus l'enfant en âge petit est près de vous d'un point de vue géographique dans la maison, on parlera, je crois, de ce cas du cododo, mais enfin, plus il est près de votre chambre... là, tout à l'heure. Bon. Même s'il y a eu juste une paroi déjà entre les deux, ou si vous laissez les portes ouvertes, et ça va déjà le rassurer. Après, en fonction de ce qu'il vit dans la journée, de votre état de speed et de stress aussi à vous, il le prend, puisque les enfants sont des éponges. Le meilleur moyen de stresser un enfant, c'est quoi? C'est d'être stressé soi-même. Donc, nos enfants sont le reflet de nos états émotionnels, sachez-le, n'en doutez pas. Tout le temps. Si vous voulez avoir un enfant apaisé, apaisez-vous vous-même. Vous allez voir que c'est plus facile de travailler sur soi quant à son apaisement, parce que nous, on a la chance d'avoir ce préfrontal qui est développé et on va pouvoir développer des idées de rationalité. Ça n'est pas possible pour l'enfant. Donc, utilisez en parallèle de ces sécrétions d'ocytocine, par le bon soin et les câlins. Le bon soin sur soi, parce que faire un câlin quand on est stressé, ça stresse l'enfant. Absolument. Là, on est en train de parler de contagion émotionnelle. Si vous voulez contaminer votre enfant, contaminez-le avec votre joie, votre plaisir et votre calme, plutôt qu'avec votre stress. Il y a quand même aussi quelque chose qui est intéressant. On est long, mais pour répondre à la totalité des questions portant sur le dodo, et notamment ces réveils nocturnes, de cette difficulté à rester dans sa nuit, je me suis intéressé aux techniques neurooptimales, qu'on appelle aussi neurofeedback. Et alors, il y a pas mal d'études qui sont menées aux États-Unis et qui tentent à démontrer qu'un enfant qui a connu des traumas dans les premiers jours de vie, voire même à l'état intra-utérin, c'est-à-dire étranglement avec le cordon, mais aussi au moment de l'accouchement, c'est les stress qu'il a pu ressentir. Alors on ne parle pas de pensée, mais de proto-pensée chez un bébé, donc c'est-à-dire ce qui va devenir ensuite des pensées lorsque son préfrontal va se développer. Mais on parle aussi du stress des parents. Si papa et maman ont vécu l'accouchement de façon extrêmement compliquée, cela va générer des traces, notamment au niveau de l'amygdale cérébrale, donc des choses qui ne sont pas accessibles à la mémoire, mais qui peuvent correspondre à des
peur inaccessible. Fioza parle d'un enfant qu'elle a reçu en consultation et qui se réveillait systématiquement à la même heure. Et alors, d'après ces médecins spécialistes en neurofeedback, ces médecins prétendaient qu'il y avait probablement un trauma qui avait eu lieu vers 2 heures du matin et l'enfant se réveillait à cette heure-ci. En tout cas, il existe des spécialistes en neurofeedback. C'est un appareil acoustique, hein, on pose pour l'enfant. Chez l'adulte, ça marche aussi, mais pour d'autres raisons. Chez l'enfant, on pose un casque, on diffuse des sons. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne les connais pas moi-même. L'idée étant de gérer quelque chose que l'on pourrait considérer comme étant un bug. Ouais. Un peu comme un ordinateur, vous faites votre ordinateur plante, et ben vous redémarrez, vous faites reset. Et bien ces techniques-là permettent de faire un reset sur le psychisme et sur l'appareil cérébral. Hein, c'est plus au niveau des connexions électriques que des pensées, puisque les pensées, dans le tout petit âge, elles n'existent pas. Sachant qu'effectivement, le sommeil de l'enfant avant un certain âge, il est quand même chaotique et pas simple. Hein. Il est polyphasique, hein, de toute façon, le bébé. Alors, le bébé, mais même après, à 2 ans, des fois c'est compliqué, à 3 ans, enfin, avant 6-7 ans, on va dire, allez, avant 5 ans, parfois, on a quand même quelques problèmes. C'est ça aussi, les bébés. En tout cas, la technique de neurofeedback, vous trouvez sur Internet la liste des praticiens qui utilisent ces techniques-là. Encore une fois, c'est totalement non invasif. Dans le pire des cas, ça ne marche pas. Mais peut-être que parfois, ça vaut la peine d'essayer. Sachez-le, ça va travailler sur la plasticité cérébrale et sur les connexions synaptiques, donc les synapses entre les neurones. Intéressez-vous. Hein, et ça permet aussi de rétablir un petit peu ce système homéostatique. Hein, l'homéostasie, vous le savez, hein, c'est homéostasique. L'homéostasie, c'est l'équilibre, l'harmonie de toutes les fonctions corporelles entre elles. Et corporelles, psychiques. Oui. Hein, voilà. Et puis, il y a la sophrologie. La sophrologie pour vous apaiser vous, oui. Mais vous pouvez contaminer votre enfant positivement en respirant calmement et votre enfant va pouvoir se calmer petit à petit. Posez-le contre vous, faites du pot à pot. En tout cas, une fois de plus, avant d'aller dormir, n'hésitez pas à le calmer et le poser. Je voulais simplement parler moi de cette maman. C'est pas une patiente, c'est une maman que l'on a évoquée lors d'une séance d'analyse des pratiques professionnelles dans une crèche. Et alors on disait, ben voilà, la maman, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, son enfant ne veut pas aller se coucher, etc. Et alors on ne comprend pas. Et puis alors à force de gratter un petit peu, on a juste découvert que la maman, jusqu'à maintenant, c'était elle qui l'emmenait le matin à la crèche. Et puis la maman a changé ses horaires de travail, commençait un peu plus tôt, du coup c'était papa qui réveillait son enfant et qui l'emmenait à la crèche. Du coup, maman couchait son enfant le soir et l'enfant ne retrouvait sa mère que 22 heures plus tard, puisque le matin, lorsqu'il se réveillait, maman avait disparu. C'est très très long. Alors 22 heures, c'est une éternité pour un enfant, et de plus, on en arrivait à avoir un enfant qui pouvait stresser en se disant, en m'endormant, je perds maman, maman n'est plus là lorsque je me réveille. Aidez votre enfant, posez des mots. Dites à votre enfant, demain matin, c'est papa qui sera là lorsque tu vas te réveiller. Je ne serai pas là, je serai parti au travail. Et puis on peut peut-être aussi... L'idée, c'est que l'enfant sache, avant même de s'endormir, que maman ne sera pas là, qu'il ne soit pas surpris. Et ne vous dites pas, c'est tous les jours pareil, il le sait, dites-lui tous les soirs. Dites-lui tous les soirs, il n'a pas tant besoin d'être informé que d'être rassuré par votre concernement, par votre disponibilité. Utilisez le doudou. Et dites à votre enfant, regarde, Doudou, je vais lui mettre tous les bisous, tout mon amour, tout ce que j'ai comme amour pour toi, je le mets dans le doudou. Et le lendemain, ce doudou va lui permettre, cet objet transitionnel va lui permettre de pouvoir faire un tout petit peu plus le plein avec de l'amour de sa mère au travers de cet objet transitionnel. Soyez logique, soyez intuitif, vous verrez, ça fonctionne. On passe à autre chose ? Oui, parce que ça fait 19 minutes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a Véronique de Morsang, ou Morsang sur Orge. Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Mon fils Pablo fait des terreurs nocturnes, c'est effrayant. Le pédiatre nous dit que c'est normal, que ça passera. Pouvez-vous nous dire quelle attitude avoir ? Je crois qu'on a à peu près répondu à ça. Hein. Oui, c'est effrayant.
Ouais. Hein? Pour l'enfant et pour la mère. Voilà. Je confirme. Et J'ai beaucoup, eu la même beaucoup chose. pour la mère, ouais. Ouais. Il y a Vanessa de Firminy. Alors Firminy, on sait où c'est, hein, c'est à côté de Saint-Étienne, c'est pas loin, pas loin de chez nous, à Lyon, dans la Loire. Mon fils de 16 mois se réveille toutes les nuits vers 3 heures. Si je lui donne un biberon de lait, ça l'apaise. Une amie m'a dit que ce n'est pas bien de lui donner cette habitude. Qu'en pensez-vous? Vous en pensez quoi, Sandra? Je suis sûr qu'on n'a pas tout à fait le même avis. Bon, parfois, il faut voir s'il a régulièrement faim, effectivement, ou s'il est censé ne plus avoir faim à cette heure-là. Parfois, on a faim à des heures un peu bizarres. En tout cas, ce qu'il faut déjà essayer de voir, c'est de lui donner de l'eau, simplement. Vous voyez si avec de l'eau, ça marche. Vous voyez si avec une tétine, ça marche. Ce qui risque de se passer, si ce n'est pas une vraie faim, c'est qu'il va associer mal-être et compensation. Apaisement par la nourriture. Avec la nourriture. Et vous savez ce que ça donne après, hein, du chamallow, une TCA. nausée, Et une histoire d'amour avec le frigo quand voilà. on est adulte. Mais en tout cas, il a peut-être besoin, effectivement, parce que c'est de son âge aussi, de tétouiller quelque chose parce que ça l'apaise. Alors, la sucette ou le biberon, il a peut-être soif. On a souvent soif la nuit aussi, hein, ça arrive. Donc, de l'eau, c'est pas du tout gênant. Et si vraiment... il a quel âge, ce petit? 16 mois. 16 donc, mois. Normalement, on ne mange plus la nuit à 16 mois. Mais en revanche, on s'apaise encore beaucoup avec le mouvement de succion. Oui. Hein, bon, après, peut-être que le soir, à ce moment-là, il faut lui donner peut-être un peu plus de sucre lent, ou je sais pas comment vous le nourrissez, mais essayez avec de l'eau déjà dans un premier temps, mais pas de l'eau sucrée, hein, bien entendu. Ouais. De l'eau. L'idée étant véritablement, à part s'il a besoin s'il a faim, et auquel cas peut-être qu'il va falloir donner un repas plus riche, Ouais, pas plus riche, plus consistant, mais plutôt à base de sucre lent avant qu'il dorme. Essayez. Dans la nuit, du coup, s'il se réveille, ça ne sera pas la faim, ce sera ce besoin de s'apaiser par la succion. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre dans l'eau un peu de, ça se vend pour les bébés, mais ça se vend n'importe où, un peu d'eau de gouttes de fleurs d'oranger, c'est assez apaisant. Ou alors, lui, dans le biberon de la nuit, s'il a soif, et si vous voulez continuer à lui donner quelque chose, une petite tisane apaisante, mais toujours pas sucrée, quoi. Bon. Voilà. Vanessa, j'espère qu'on a répondu à votre question. J'inviterai prochainement une assistante maternelle que je rencontre durant mes séances d'analyse des pratiques et qui a fait une formation en fleurs de bac et qui m'en parlait dernièrement et qui me disait que fleurs de bac peuvent aider. Alors moi, je ne sais pas. On découvrira ensemble, découvrira avec vous ce que sont les fleurs de bac et paraît-il qu'il y a des techniques qui permettent d'aider l'enfant à s'endormir et bien dormir. Bon. Cynthia, assistante maternelle à Liffré, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. C'est la Bretagne, ça? Ben, certainement. Ben si. Alors, bonjour les Bretons. Une maman me demande de réveiller sa fille de 23 mois au bout d'1 heure de sieste parce qu'elle ne dort pas, parce qu'elle ne dort plus le soir. Quand je la réveille, elle est fatiguée et grognon. Ça me fend le cœur. Mais je ne sais pas comment faire comprendre à la maman que ce n'est pas la bonne manière de procéder. Alors ça, tout le monde le dit. Et ça, pour lui faire comprendre, vous pouvez trouver des tas de liens sur Internet qui expliquent le sommeil de l'enfant, parce qu'il y a une chose, on le répète généralement, c'est que on peut faire semblant de dormir, on peut faire exprès de ne pas dormir, mais on ne fait jamais exprès de dormir. Les liens, à commencer par cette vidéo. Dites à cette maman, proposez-lui de lire cette vidéo sur la page Facebook l'école des parents et des pros de la petite enfance. Moi, je le rencontre régulièrement, régulièrement les assistantes maternelles, mais les professionnels de crèche me le disent. C'est très compliqué pour nous. Le parent veut qu'on écourte la sieste parce que comme ça, il sera fatigué le soir et il dormira mieux. C'est faux, totalement faux. Il peut au pire tomber d'épuisement parce qu'il est très fatigué le soir. Mais il sera fatigué. Il ne va pas du tout dormir mieux. Et le soir, pourquoi il ne s'endort pas? Et surtout à 23 mois, on en revient à l'histoire de 2 ans et demi, c'est qu'il a envie de profiter de ses parents. Exactement. Et voilà. Et un enfant... Et alors, bizarrement, les parents qui vous disent ça, bizarrement, le week-end, ils ne réveillent pas leur enfant pendant la sieste.
Et Parce oui. qu'ils sont trop contents de profiter de la sieste. Mais en tout cas, on ne fait jamais exprès de dormir. Un organisme humain ne fait pas exprès de dormir. Donc, s'il dort, c'est qu'il en a besoin. Et vraiment, vraiment, vraiment Et pendant le sommeil, proposer il y a plein d'hormones et de choses qui se libèrent et qui sont, en mode de croissance entre autres, et puis, importantes. et puis ça lui permet d'assimiler tout ce qu'il a pu travailler au cours de ses apprentissages dans la journée. Mais véritablement, vous les professionnels, dites aux parents de regarder cette vidéo, et vous les parents, accordez-nous votre confiance. Là, tout ce que l'on est en train de vous dire, on n'est pas en train de l'inventer. Tous les spécialistes du sommeil sont unanimes. Un enfant qui dort, c'est parce qu'il a besoin de se reposer. Ce n'est pas parce qu'un enfant dort l'après-midi qu'il ne s'endormira pas le soir. On aura probablement même l'effet inverse. Un enfant énervé, excité, aura du mal à s'endormir. Souvent, ce qui cause la difficulté à l'enfant pour s'endormir le soir, c'est qu'il n'a pas assez profité des parents. Donc, faites-lui, donnez-lui la possibilité de profiter de vous et observer des rituels d'endormissement. C'est long, mais c'est ça être parent. Mais même quand on est parent, on a mal au cœur quand on doit réveiller un enfant. La plupart des parents ont mal au chez de réveiller leurs enfants. Mais c'est pareil chez assistante maternelle. Vraiment, hein, moi je connais, Sandra aussi, hein, puisqu'on travaille beaucoup avec les professionnels de la petite enfance. Parents, entendez-le, les pros souffrent terriblement. Elles ont le sentiment d'être maltraitantes lorsqu'elles doivent réveiller un enfant qui dort à point fermé. Imaginez-vous réveiller votre enfant quand vous le voyez dormir comme un ange et aller le réveiller juste en vertu de principes qui ne sont pas fondés. On insiste. Laissez dormir. Évidemment, ne le laissez pas dormir si c'est 6 heures du soir. Ah bah oui. Évidemment. Mais jusqu'à 4 heures de l'après-midi, si un enfant a dormi même 2 heures, c'est pas ça. Voire 3 heures. Il y a des gros dormeurs. Hein. Chez les adultes, vous avez des petits et des gros dormeurs. Chez les enfants, c'est la même chose. Les apprentissages, rendez-vous compte de la façon dont travaille le cerveau d'un enfant de 23 mois. C'est une usine à gaz, c'est une centrale atomique, son cerveau, il apprend. Il faut qu'il puisse se reposer et que son cerveau range, classe, mémorise pour pouvoir être en forme le lendemain pour continuer ce travail d'apprentissage. On a assez insisté, là, on a bien enfoncé le clou. Ça fait 26 minutes. Et 26 minutes, ah oui, c'est vrai. Allez, dernière question de Astrid de Contresse. Les gens sont d'accord pour qu'on annule. Je ne dis que si un moment, de toute façon, alors à Contresse ou à Contre, près de Blois en Loire-et-Cher, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui s'appellent Astrid. Oui. Hein, et si évidemment vous voulez poser des questions en anonyme, vous ne nous donnez pas votre nom, vous nous donnez un pseudonyme, mais peut-être que Astrid s'appelle Jacqueline. Ou Casimir. Astrid nous demande: que pensez-vous du cododo? Je lis plein de choses contradictoires. Tu m'étonnes, Elton. Parce qu'effectivement, on lit tout et à peu près n'importe quoi. Alors, je laisse y aller. On ne sera pas forcément d'accord. Eh bien oui, l'enfant, bien sûr qu'il a envie de dormir près de sa maman. Et qu'au départ, c'est comme ça qu'il est rassuré. C'est comme ça qu'il est apaisé. Il y a des cultures dans lesquelles ça se fait jusqu'à un âge avancé. Bon, pas 15 ans, hein, bien sûr, mais jusqu'à un âge, et au bout d'un moment, l'enfant peut même tout seul décider d'avoir sa chambre et de plus être dans la chambre des parents. Là, je parle d'autres cultures que je connais bien. Mais en ce qui concerne la nôtre de culture, il faut réussir à tout concilier, c'est-à-dire concilier la vie de couple et la vie de parents. C'est important, après on en parlera un petit peu de la vie du couple. Alors, d'un point de vue juste de l'enfant, il est bien sûr totalement rassuré quand il est en cododo. Quand il se réveille, il se rendort beaucoup plus facilement, il vous entend, il vous pressent. Mais encore une fois, c'est la même chose que pour les adultes. Si vous êtes seul dans un grand manoir et vous dormez, ou si vous dormez à côté de votre mari ou de votre femme, ou si vous dormez seul dans votre chambre et qu'il y a des gens pas loin, et bien ça ne vous fait pas la même chose sur la psyché. Il faut toujours transposer à nous-mêmes, hein, parfois en exagérant donc, la portée des choses, mais l'enfant est toujours plus rassuré. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dormir avec l'enfant qui veut venir pour évincer l'autre. Attendez, avant d'y aller, d'aborder ça, parce que ça c'est important, et on va parler du couple, hein, et de papa, maman, et du rôle de papa et de maman, et du rôle que veut volontiers jouer l'enfant pour séparer les deux parents. Ça dépend de l'âge. On est bien d'accord que les 100 premiers jours, on peut sans aucun comprendre, Winnicott appelait ça la préoccupation maternelle primaire. Les 100 premiers jours,
si maman, parce qu'il n'y a pas que bébé qui a besoin d'être contre maman, il y a maman qui a besoin de vivre. Et elle a besoin de dormir aussi, maman. Elle a besoin de dormir et elle a besoin de vivre cette lune de miel amoureuse avec son bébé. Ça fusionne et c'est bon pour bébé. Et là, papa est là pour un petit peu encadrer tout ça et puis protéger tout ça. Passer les 100 premiers jours, d'ailleurs, il y a une technique qui est très adaptée au cododo sans en prendre, sans en courir les risques, parce qu'on va voir quand même, il y a quelques risques avec le cododo, notamment des risques d'étouffement. Hein, ça c'est connu. Et puis je vous parlerai d'une étude. C'est le side bed, hein, le co-sleeping, mais à côté. C'est-à-dire qu'il y a des lits qui s'accrochent et bébé est juste là, juste à côté de vous. On peut le toucher, quand il se réveille, vous mettez la main sur le ventre, il se rendort. Exactement, mais au moins, on ne risque pas une maman qui est morte de fatigue, parce que les 100 premiers jours, la maman, elle est vraiment très fatiguée. Même après. Hein. Même après, oui. Papa aussi, hein, je vais plaider aussi un petit peu pour les pères. Surtout quand on le réveille pour aller... Ouais, et dis donc, t'as ton fils qui pleure. Donc ça c'est vraiment, sachez-le, hein, vous allez voir sur Amazon ou sur n'importe quel site internet, il existe des beds, des side beds, hein, pour le co-sleeper. C'est des petits lits qui se mettent à côté. Et ça, c'est très bien. Tout bêtement son berceau à côté du lit, ça marche aussi. Hein. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose. Attention quand même, les dangers d'étouffement, d'hyperthermie. Quand un enfant est collé contre vous, il y a des risques d'hyperthermie. Et je voulais vous parler quand même de plusieurs études qui ont été menées en France, enfin en Europe et aux États-Unis. Beaucoup de spécialistes mettent en garde un risque accru de syndrome de mort subite du nourrisson. Et alors, certains font des liens entre cette pratique, le cododo, et un risque accru de mort subite. Certains vont jusqu'à... Non, là, plus personne va faire du cododo avec tout ce que vous faites. Non, mais avec du cododo, avec un lit à côté. Hein, après, moi, je ne peux pas l'affirmer, certains vont jusqu'à dire que le risque est multiplié par 5. Voilà, on vous livre l'info. Vous savez, notre travail, c'est aussi de passer notre temps à lire des publications, à assister à des conférences. Voilà, ce qui ressort de mes lectures, moi, c'est sur des publications très récentes, c'est ça. En tout cas, si vous ne le sentez pas, il ne faut pas le faire. Si ça vous pose des problèmes dans le couple, il faut voir comment on peut trouver une solution intermédiaire. Mais si vous le sentez et que vous avez l'impression que pendant quelques temps, c'est bon pour tout le monde et que tout le monde est d'accord, alors vous le faites. Tout ce qui permet d'éviter du stress, une maman qui est stressée parce que son bébé ne dort pas à côté d'elle, c'est sûrement plus néfaste que, par exemple, la moins bonne qualité du sommeil, tant pour les parents que pour l'enfant, parce que ça fait des bruits supplémentaires, des toux, des respirations, quand je bouge, ça réveille le bébé. Quand le bébé va commencer à faire juste un petit... C'est surtout ça. Maman, ça va la réveiller, parce que maman, elle a ses antennes qui ne sont jamais complètement repliées. Attention à la fatigue de maman et de papa, parce que votre enfant, il a besoin d'un parent en bonne forme, pour qu'il soit disponible. Il faut vraiment voir ce que chacun pense. Sachez-le aussi qu'un enfant, plus il est sécure, moins il a besoin d'être collé à ses parents la nuit, et un enfant sécure, ça se sécurise pendant le jour, au travers de votre disponibilité, de votre portage psychique. Ça veut dire que... Votre concernement. Ça veut dire que plus vous passez du temps avec votre bébé lorsqu'il est éveillé, plus vous êtes avec lui, plus vous lui permettez de se sécuriser, et moins il aura besoin de rester collé à vous la nuit. Il est tout à fait... Petit à petit, hein, parce qu'on a les premiers mois. Évidemment, évidemment. On parle des 100 jours où là, évidemment, l'enfant ne peut pas avoir eu le temps d'être sécure. C'est complètement normal. Il est en train de faire la connaissance de cet être tellement bien et totalement sécure. Et puis, à un moment, c'est plus possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si on avait dit que l'on parlerait de la sexualité, on est bien d'accord que quand le bébé est dans la chambre, la sexualité des parents s'en trouve un tout petit peu parasité. Et je laisserai Sandra peut-être poser 2-3 mots là-dessus. Méfiez-vous aussi des enfants qui sont un peu plus grands. Moi, je l'entends régulièrement parler dans les groupes de parole de parents. Le petit garçon ou la petite fille qui a 2-3 ans vient dans la nuit, dit « j'ai fait des cauchemars, j'arrive pas à dormir, j'ai peur, il y a des monstres, il y a des loups ». Je ne suis pas en train de dire qu'ils affabulent. Moi, je vous conseille vivement que ce soit papa qui raccompagne l'enfant, parce que très souvent, c'est l'âge où les enfants viennent dans le lit, veulent dormir dans le lit, voire
entre les parents, et je connais plusieurs cas de parents de guerre lasse. J'ai vu des papas, enfin j'étais pas dans le lit, mais eux m'ont raconté, l'enfant se couche au milieu, commence à pousser un petit peu papa se décale un peu parce qu'il doit se lever tôt le matin, c'est vrai aussi pour maman, mais les hommes et les femmes, on ne fonctionne pas tout à fait sur le même mode, et ils en arrivent à aller dormir dans la chambre d'à côté de façon à ne pas être trop fatigué le lendemain matin. L'enfant a gagné, et la maman pour elle. Attention, papa doit se poser en tiers séparateur. Le lit parental, le lit conjugal, ça n'est pas un endroit où l'enfant vient dormir. Il a un lit à lui, débrouillez-vous comme vous pouvez, mais c'est important d'accompagner l'enfant à sa chambre. Restez un moment avec lui, hein. Évidemment, ça peut être long. Expliquez-lui, accompagnez-le. Une petite chose là sur la sexualité des parents. J'ai peur que la taille du fichier soit dépassée parce qu'il y a un petit Nando qui disait... Non, mais ça enregistre encore. Ça enregistre encore. J'avais une citation de Dolto qui, même si le temps a un peu passé, mais Dolto nous disait « Combien d'enfants ont été freinés dans leur développement par ces câlins, par le charme de la volupté et de la tendresse partagée en silence, par ce corps à corps voluptueux ?» Elle parle de l'enfant dans le lit des parents. On les retrouve ensuite avec de gros retards de langage, de psychomotricité et de l'affectivité. Encore une fois, la relation entre maman et enfant ou parents et enfants, ça doit se passer pendant le jour, la nuit. C'est fait pour dormir et les parents pour se retrouver dans ce petit laps de temps qui leur est réservé sans cet enfant qui vient leur bouffer le temps. C'est pas trop dur ça? Non. Ça va? Oui, je précise quand même que nous parlons de culture européenne et qu'il y a quand même... Absolument. Dans 3/4 du monde, les parents qui dorment avec les enfants vraiment tout proches. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne serait pas forcément d'accord, parce que Sandra connaît bien d'autres cultures, et effectivement dans d'autres cultures. Ils n'ont pas forcément des retards de langage. Absolument. Il faut que chacun soit, en fait, vraiment pour résumer ce qu'on a dit tous les deux, il faut que chacun soit d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il véhicule comme valeur. Si vous êtes complètement d'accord avec le fait qu'il ne dorme pas avec vous et que vous portez ça en vous, les deux parents. il n'y aura pas de problème. Si vous êtes complètement d'accord avec l'inverse, il n'y aura pas de problème. Si chacun est d'accord avec quelque chose de différent, là déjà ça commence à créer des problèmes. C'est vraiment très important que papa et maman disent voilà. on est OK pour le cododo ou on est OK tous les deux pour le laisser dans sa chambre. Sinon, on génère des souffrances. Ces souffrances-là, les conflits intérieurs, ils le sentent. Et ne faites pas du cododo si vous ne voulez pas en faire et vice-versa, parce que ça trouble l'esprit et c'est l'enfant qui trouble les... Faites confiance à votre intuition, à votre bon sens, à vos besoins. Parce que si on fait confiance à ça, tout naturellement, le besoin, il s'arrête des deux côtés. Absolument, et on s'apaise. Et quand on est apaisé, on a un enfant apaisé. Waouh, on a été long, j'espère qu'on a apporté quelques réponses. On se retrouve bientôt pour de nouvelles questions. Alors, vous n'hésitez pas à vous faire aider, hein, en regardant des vidéos, en lisant des choses. Mais il y a un moment, quand on ne sait plus, frappez à la porte de quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Chaque enfant est différent et c'est parfois intéressant d'avoir affaire à un thérapeute qui lui va prendre le recul nécessaire, qui n'est pas dans l'affectif, et qui va pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse pour que vous puissiez ensuite mettre en place une stratégie adaptée à votre relation avec votre enfant. On espère que ça vous aidera à mieux dormir la nuit, que votre enfant dormira un petit peu mieux. Et puis, je voulais juste vous dire que si vous êtes sur la région lyonnaise et que vous êtes parent, vous pouvez organiser des groupes de parole de parents. C'est bien ça. On intervient gratuitement. Alors, surtout pas tous les 2 jours, surtout moi. Ça, c'est ça ma vocation. J'aime animer ces groupes de parole. Un petit mail pour avoir plus d'informations. Il y a le téléphone qui est sur le site. On vous dit à bientôt les parents, à bientôt les professionnels de la petite enfance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Moi, je vais faire la sieste. C'est facile avec toi de faire des enfants.